Dans cet épisode, je te parle des loyautés familiales, ces fidélités invisibles qui influencent profondément nos choix, nos limites, nos peurs, nos relations et parfois même notre capacité à être pleinement nous-mêmes. Nous allons explorer pourquoi le cerveau humain est si profondément attaché à l'appartenance, comment certaines croyances familiales s'inscrivent dans le système nerveux et pourquoi évoluer peut parfois déclencher de la culpabilité et comment certaines fidélités inconscientes peuvent alimenter l'autosabotage, les plafonds invisibles ou la difficulté à vivre différemment de sa famille. Il existe parfois en nous des freins, des peurs, des réactions ou des comportements qu'on a du mal à expliquer, comme si quelque chose résistait malgré tous nos efforts de compréhension. On peut avoir fait un travail sur soi, un vrai travail. On peut avoir lu des centaines d'ouvrages, on peut avoir consulté des thérapeutes, analysé, essayé de changer. Et pourtant, au moment d'avancer, on sent qu'une partie de nous se retient. Tu peux vouloir profondément réussir, aimer autrement, vivre plus librement, poser des limites, prendre ta place et en même temps ressentir une forme de blocage intérieur qui est difficile à nommer. C'est comme si, quelque part en toi, il y a une sorte de voix qui murmurait « Je n'ai pas le droit, je vais trop loin » ou « Si je change, je vais perdre quelque chose d'essentiel ». Et souvent, c'est précisément dans ces endroits-là qu'on peut rencontrer ce qu'on appelle les loyautés familiales. Les loyautés familiales, ce sont des fidélités invisibles qui sont souvent inconscientes, qui nous poussent à rester psychiquement ou émotionnellement fidèles à notre système familial. Même quand cette fidélité devient limitante, douloureuse ou contradictoire avec ce que l'on désire profondément. Pour comprendre pourquoi ces mécanismes peuvent être aussi puissants, il faut revenir à quelque chose de très simple, mais extrêmement profond. L'être humain est un mammifère relationnel, un mammifère social. Pour un enfant, appartenir à son groupe familial, c'est pas seulement une question d'amour ou d'affection, c'est une question de sécurité et même, d'une certaine manière, une question de survie. Pendant très longtemps, dans l'histoire humaine, être exclu du groupe, ça signifiait potentiellement perdre la protection, la nourriture, la sécurité, le lien. Notre cerveau, il s'est donc construit autour d'une priorité fondamentale, préserver l'appartenance. Et très tôt, le système nerveux a appris qu'on doit rester relié, qu'on ne doit pas trop déranger l'ordre établi et qu'on ne doit pas devenir trop différent. Et ces apprentissages, ils peuvent s'inscrire bien plus profondément qu'on ne l'imagine. Sur le plan psychologique, les loyautés familiales, elles ne se construisent pas forcément à travers des phrases explicites. En général, on ne dit pas clairement à un enfant « ne sois pas plus heureux que nous » ou « ne réussis pas davantage » ou « ne vis pas autrement » ou encore « ne prends pas trop ta place ». Par contre, l'enfant, il capte énormément de choses. Il capte des émotions, il capte des tensions, des silences, des regards, des croyances, aussi des attentes, des peurs. Il y a aussi des sujets qu'on évite, des douleurs qui circulent sans être dites. Et bien avant de pouvoir comprendre consciemment ce qui se joue, son cerveau relationnel et émotionnel enregistre déjà ce qui semble acceptable pour préserver le lien. Autrement dit, l'enfant apprend très tôt ce qu'il peut être, ce qu'il peut montrer, ce qu'il peut désirer et parfois aussi ce qu'il vaut mieux ne pas devenir pour ne pas menacer l'équilibre familial. C'est pour ça qu'évoluer intérieurement peut parfois être vécu inconsciemment comme étant une menace. Par exemple, une personne peut grandir dans une famille où le manque est très présent, où l'argent est associé à quelque chose de dangereux, de honteux ou de négatif, ou bien à un environnement où la réussite est critiquée et où ceux qui s'élèvent sont perçus comme prétentieux, égoïstes ou comme des personnes qui oublient d'où elles viennent. Et dans ce contexte, l'enfant il peut intégrer, sans même s'en rendre compte, que réussir davantage reviendrait à se séparer émotionnellement du clan. Et plus tard, évidemment, à l'âge adulte, même si cette personne veut construire une vie plus abondante, plus stable, plus libre, une partie d'elle peut associer la réussite à l'éloignement, l'abondance à la culpabilité et la liberté à la trahison. Et c'est là que peuvent apparaître des formes d'autosabotage, des plafonds invisibles, des difficultés à garder ce qu'on construit,
ou encore une culpabilité qui est diffuse quand les choses commencent enfin à aller mieux. Et ça, c'est pas parce que la personne manque de ressources, de capacités, ni parce qu'elle ne veut pas vraiment réussir, c'est parce qu'une partie profonde de son système essaie encore de préserver le lien. Si tu as envie d'ailleurs de travailler sur ces loyautés familiales, je t'invite à m'écrire un email à mallorymelmasson@gmail.com. On verra comment je peux t'aider. Les loyautés familiales elles peuvent aussi être émotionnelles. Il y a certains enfants qui deviennent très sensibles à la souffrance d'un parent. Ils sentent sa tristesse, par exemple sa solitude, son anxiété, son épuisement ou même ses blessures non résolues. Et parfois, ces enfants développent une forme de fidélité implicite à cette souffrance, comme si être heureux, être léger, libre ou pleinement vivant devenait intérieurement interdit. Un enfant peut ressentir sans jamais le formuler clairement: si maman souffre, je ne peux pas être pleinement heureux. Si je vais bien alors que les autres vont mal, je les abandonne. Si je m'éloigne d'eux, je trahis. Et si je deviens différent, je vais perdre l'amour. Et ces mécanismes, évidemment, ils ne sont pas rationnels. Ils ne fonctionnent pas seulement la logique adulte. Ils sont affectifs, ils sont relationnels, ils sont corporels. Ils appartiennent à des couches très profondes du système nerveux de l'attachement. Certaines approches, notamment systémiques et transgénérationnelles, comme je propose, montrent que les familles ne transmettent pas seulement des gènes, ils transmettent aussi des manières de voir le monde, des rapports à la sécurité, des stratégies émotionnelles, des croyances implicites, des peurs collectives et parfois des traumatismes qui sont non résolus. D'ailleurs, sur le plan biologique, il y a certaines recherches en épigénétique qui suggèrent que des stress importants ou des traumatismes peuvent influencer l'expression de certains gènes liés au stress et à la régulation émotionnelle sur plusieurs générations. Ça ne veut pas dire qu'un destin est programmé, ni que tout est écrit d'avance, mais plutôt que les expériences qui ont été vécues par une génération peuvent laisser des traces physiologiques, émotionnelles et relationnelles qui influencent les générations suivantes. Donc on hérite parfois de systèmes qui sont déjà organisés autour de certaines peurs, de certaines protections, de certaines adaptations. Et comme à mon habitude, je vais apporter une nuance essentielle ici. Parler de loyauté familiale, ce n'est pas accuser les familles, ce n'est pas pathologiser les liens, et ce n'est pas dire que tout vient des parents ou que la famille est forcément un lieu de blessure. Souvent, ces fidélités viennent de l'amour, du besoin d'appartenance et de l'attachement, et le système essaie simplement de préserver la connexion. Le problème apparaît quand cette fidélité empêche une personne de devenir pleinement elle-même. Et c'est là qu'il y a un travail intérieur qui devient important. Ici, on ne cherche pas à couper avec sa famille, ni à rejeter son histoire, ni d'ailleurs de se convaincre que tout ce qu'on vit aujourd'hui vient uniquement du passé familial. On le sait, les relations humaines, elles sont complexes, elles sont multifactorielles, et chaque système familial contient à la fois des ressources, des blessures, des forces, des limites et des adaptations. Et ça peut être intéressant d'ailleurs de faire un bilan là-dessus. En tout cas, le travail consiste plutôt à différencier ce qui t'appartient réellement aujourd'hui de ce que ton système continue à porter automatiquement. C'est en gros pouvoir se demander: est-ce que cette peur est encore la mienne? Est-ce que cette limite correspond vraiment à ma vie actuelle? Est-ce que cette culpabilité me parle du présent ou d'une ancienne loyauté? Est-ce que je peux aimer ma famille sans reproduire exactement ses souffrances? Et je le sais, cette différenciation peut être émotionnellement difficile, parce que sortir d'une loyauté familiale, ça active souvent de la culpabilité, de l'anxiété, une peur de séparation et parfois même une sensation corporelle de danger. Et le système nerveux, il peut vivre le changement comme une menace, comme si devenir différent voulait dire perdre l'amour, ou comme si évoluer voulait dire abandonner, ou comme si prendre sa place, ça voulait dire trahir. Même si ce changement, il est profondément sain. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ressentent un immense inconfort au moment où elles commencent à réussir davantage, à poser des limites, à vivre autrement, à changer de milieu, à s'autoriser plus de joie, à devenir plus libres. Ce n'est pas forcément le signe qu'elles font fausse route. Parfois, c'est simplement le signe que leur système nerveux est en train d'apprendre une nouvelle sécurité. Et dans ces moments-là, souvent, on a besoin d'aide. C'est pour ça que je t'invite à m'envoyer un email si tu en as besoin. La personne doit apprendre progressivement
que se différencier ne signifie pas abandonner. Qu'évoluer, comme je le disais, ça ne signifie pas trahir. Et même que vivre autrement, ça ne signifie pas cesser d'aimer. Ça demande beaucoup de douceur. Parce qu'on ne sort pas d'une loyauté familiale par de la force, par du rejet, par une grosse colère. On en sort en créant assez de sécurité intérieure pour pouvoir faire un autre choix, sans se sentir immédiatement en danger. Et concrètement, ce travail, il peut passer par l'observation des croyances familiales implicites. On peut se demander quelles phrases revenaient souvent dans notre environnement. Qu'est-ce qui était valorisé, qu'est-ce qui était critiqué, qu'est-ce qui semblait autorisé et qu'est-ce qui ne semblait pas l'être. Ça peut aussi passer par le fait de remarquer ce qui déclenche chez soi de la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est parfois un indicateur qui est précieux. Elle montre l'endroit où tu es en train de sortir d'un ancien rôle. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'identifier les schémas répétitifs, les plafonds invisibles, les moments où tu t'empêches d'aller plus loin, les endroits aussi où tu minimises tes besoins, ou encore les situations où tu reviens automatiquement à une ancienne version de toi pour ne pas déranger le lien. Et tu vas voir, petit à petit, il devient possible de développer une identité plus différenciée, c'est-à-dire apprendre à être soi sans avoir l'impression d'être mauvais, d'apprendre à être différent sans se sentir coupable, apprendre à aimer sans se réduire. Et ce travail, il va aussi passer par le corps, par la régulation du système nerveux, par des relations qui sont sécurisantes, par des espaces où ton individualité est autorisée, et par des expériences répétées où ton système découvre « je peux être moi-même » et le lien ne disparaît pas forcément. Pour rendre ça plus concret, je vais te donner un exemple que j'ai rencontré lors d'une séance en constellation familiale. J'étais face à une personne qui a grandi dans une famille où la mère a beaucoup souffert. Une mère seule, une mère épuisée, qui a été déçue par la vie, qui a apporté énormément de choses. Et parfois, sans jamais vraiment se plaindre. Et l'enfant, lui, a ressenti cette souffrance très tôt. Il a vu la fatigue, la tristesse, l'injustice, les renoncements. Et sans que personne ne lui demande, il a intérieurement pris une place qui n'était pas la sienne. Parce qu'il s'est inconsciemment dit face à sa mère « je vais te soulager, je vais rester près de toi, je ne vais pas être trop heureux si toi tu souffres et je ne vais pas partir trop loin. Et je ne vais pas vivre aussi quelque chose que toi tu n'as pas pu vivre. » Et des années plus tard, eh bien cette personne, elle a eu du mal à s'autoriser une vie plus légère. Elle se sentait coupable dès qu'elle réussissait, dès qu'elle gagnait plus d'argent, dès qu'elle tombait amoureuse, dès qu'elle quittait le rôle de celle qui comprend tout, qui porte tout, qui répare tout. Et lors de cette séance, on a pu constater une fidélité d'amour. Elle était encore intérieurement tournée vers sa mère comme si elle disait « je ne peux pas aller vers ma vie tant que toi tu souffres ». Et dans ce type de travail, l'une des premières choses importantes est souvent de remettre chaque membre de la famille à sa juste place. Un enfant reste un enfant, le parent reste le parent. Ce qui appartient aux parents retourne symboliquement aux parents, avec respect, sans rejet, mais sans confusion. Par exemple, dans cette constellation, on a commencé par enregistrer l'information suivante « Maman, je vois ta souffrance et je l'honore ». Et rien que cette phrase, elle peut être très forte, parce qu'elle reconnaît ce qui a été vécu, sans nier, sans minimiser, sans faire comme si tout allait bien. Puis, on a posé une autre énergie, qui est venue poser une limite plus juste, en disant « Cette souffrance t'appartient, je te la laisse avec amour, avec respect ». Et là, il ne s'agit pas d'une phrase froide, ni d'une phrase d'abandon. C'est plutôt une manière de dire « je ne peux pas te sauver en souffrant avec toi ». Et d'ailleurs, je ne peux pas te sauver tout court. En tout cas, il est bon de savoir que beaucoup d'enfants, même adultes, continuent inconsciemment à porter leurs parents comme si elles étaient responsables d'eux, alors qu'un enfant ne devrait pas avoir à sauver émotionnellement son parent. Et dans cette constellation d'ailleurs, pour libérer l'énergie qui était retenue, on a émis une dernière information. C'est, par amour pour toi, j'ai voulu porter une partie de ton fardeau, et aujourd'hui je te le rends. Et là encore, le mot rendre ne veut pas dire rejeter, il veut dire arrêter de confondre amour et sacrifice. Voilà, j'espère que cet exemple t'aura aidé. Pour conclure, sache que le vrai basculement arrive souvent quand on comprend que l'on peut honorer son histoire sans la répéter à l'identique.
On peut aimer profondément la famille, on peut reconnaître ce que l'on a reçu d'elle, on peut voir les sacrifices, on peut voir les blessures, les forces, les limites, sans avoir besoin de porter éternellement toutes ces peurs, toutes ces souffrances, toutes ces croyances et tous ces schémas. Tu peux être loyal autrement. Tu peux garder le lien sans abandonner ta propre vie. Et à mon avis, tu vas comprendre quelque chose d'assez profond. C'est que la vraie liberté, elle commence à cet endroit-ci. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de souffrir pareil que l'autre ou que ta famille pour aimer. Que tu n'as pas besoin de rester petit ou petite pour rester relié. Et que tu peux appartenir à ton histoire sans lui laisser toute la place dans ton avenir.